Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur la trousse à outils en économie circulaire pour les hébergements touristiques. Pour réduire notre empreinte environnementale, les micros et les caméras sont désactivés. Tout au long du webinaire, je vous invite à poser vos questions à l'aide de la fonction Q et R en haut de votre écran. Nous réservons une quinzaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions. L'enregistrement du webinaire et la présentation seront disponibles sur le site Internet de Recyc Québec dans la section webinaire dans les prochains jours. Sans plus tarder, je vous présente nos deux conférenciers qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, ma collègue Hélène Gervais, conseillère en environnement chez Recyc Québec depuis 2006. Son expertise en économie circulaire combinée à ses connaissances en gestion des matières résiduelles ont été mises à profit sur divers dossiers, dont l'organisation des Assises québécoises de l'économie circulaire, la réduction à la source des matières résiduelles, la réparation des produits, le recyclage des plastiques ainsi que la collecte sélective des matières recyclables. Elle est accompagnée de Mathieu Pinchot, directeur département stratégie d'entreprise chez Stratzer, une firme d'experts conseils au Québec en gestion des matières résiduelles. Il accompagne les industries des commerces et des institutions dans le cadre de ses affectations professionnelles depuis maintenant 20 ans. À travers les années, il a contribué à l'amélioration de la gestion des matières résiduelles de milliers d'organisations. Donc, sans plus attendre, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Laurie. Je vois que les gens continuent à rentrer. Donc, bienvenue au webinaire sur la trousse à outils en économie circulaire pour les hébergements touristiques. Donc, Mathieu, je vais te dire suivant pour la prochaine diapo. Merci. Donc, au menu, aujourd'hui, je vais d'abord faire une mise en contexte du projet de vitrine en économie circulaire dans le secteur de l'hébergement touristique. C'est à partir de ce projet-là qu'est née l'idée de faire une trousse à outils. Donc, on trouve important là, de vous mettre tous au même diapason de ce projet-là. Suite à quoi, je vais céder la parole à Mathieu qui va vous présenter la trousse à outils en économie circulaire. Donc, qu'est-ce qu'elle contient, mais aussi comment l'utiliser de façon efficace là, pour vous faciliter la vie. Euh, Petite conclusion pour terminer. Puis ensuite, comme le disait ma collègue Laurie, il y aura une période de questions. Là, on prévoit environ une quinzaine de minutes. Donc, tout au long de la présentation, là, on vous invite à utiliser le bouton questions et réponses là, en haut de votre écran pour poser vos questions. Puis, on aura du temps pour y répondre à la toute fin. Donc, suivant. Tout d'abord, mise en contexte, le projet de vitrine en économie circulaire dans les hébergements touristiques. C'est un projet qui a été lancé en 2022. Donc, ça fait déjà plus de 3 ans et on est deux partenaires dans ce projet-là. Donc, on a la chance de travailler avec le ministère du Tourisme, le MTO, et on est Recyc Québec là, aussi partenaire. C'est un projet avec un budget de 1,8 million de dollars. Donc, on finance à part égale MTO et Recyc Québec ce projet-là. Pourquoi les hébergements touristiques? On s'est dit, les hébergements touristiques accueillent des milliers de visiteurs là, d'ici et d'ailleurs. Donc, pour nous, ce sont des terrains d'expérimentation idéaux pour tester des actions en économie circulaire, puis aussi sensibiliser tout cet écosystème en économie circulaire. On a aussi compté sur la collaboration de l'association Hôtellerie du Québec, la HQ. Son rôle était surtout la diffusion du projet, puis aussi le contact avec les hébergements touristiques. Ça a grandement facilité là, le succès du projet. Et on avait lancé des appels à candidature. On a fait, en fait, une sélection de 2 cohortes qui totalisaient 13 hébergements touristiques très variés des 4 coins du Québec. Vous allez avoir la liste un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, on visait une diversité d'hébergements, que ce soit des petits, des gros, en contexte urbain, en contexte rural, pour avoir vraiment tous les cas de figure possibles, puis avoir une représentativité aussi des hébergements touristiques du Québec. Ensuite de ça, on a donné aussi un mandat à Stratzer qui travaillait en collaboration avec le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, le CTTEI. Donc, l'accompagnement comprenait d'abord une formation en économie circulaire pour les hébergements touristiques participants. Ensuite, il y avait vraiment des visites terrain et ça découlait de ça des diagnostics personnalisés en économie circulaire. Certains se sont rendus compte qu'ils faisaient déjà des actions en économie circulaire sans trop le savoir. Donc, l'économie circulaire, c'est quand même assez large. Donc, plusieurs avaient déjà mis des choses en place. Il y avait également un plan d'action en économie circulaire personnalisé pour chacun des hébergements qui était préparé.
Et ensuite, il y avait un accompagnement pour la mise en œuvre des actions qui figuraient dans chacun des plans d'action. Pour faciliter la mise en œuvre des projets d'économie circulaire, le MTO et Recyc Québec ont aussi offert des subventions pour les projets. Donc, ça pouvait aller là, de façon générale jusqu'à 50 des coûts du projet sous la forme de subventions. Donc, pour certaines des actions là, qui nécessitaient plus d'investissement, il y a eu une aide financière dont la grande majorité des hébergements ont bénéficié. Suivant. Plus concrètement, les objectifs du projet de vitrine, le principal, c'était de documenter, expérimenter et diffuser les meilleures pratiques d'économie circulaire en contexte d'hébergement touristique. On voulait, par le fait même, démontrer qu'il y avait des bénéfices, montrer la plus-value de s'embarquer dans une démarche d'économie circulaire, sensibiliser, mobiliser autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, on parle ici des employés, les clientèles, les voyageurs. Et projet de vitrine, mais on veut aussi une adoption à plus grande échelle. Puis c'est là toute la pertinence de la trousse à outils. C'est également pour diffuser les bonnes pratiques, puis inspirer d'autres hébergements à emboîter le pas. Suivant. Ça va vite, hein, Mathieu? Donc, au niveau des 13 hébergements participants, vous avez ici la liste. Bon, ce n'est pas toutes les régions du Québec qui ont été représentées, mais ça dépendait aussi des appels à candidature, les hébergements qui avaient levé la main pour participer à ce projet-là, la sélection qui a été faite. Donc, vous avez vraiment une grande diversité d'hébergements. On a des auberges jeunesse, on a des grands établissements hôteliers, on en a des plus petits, des auberges en région. Donc, ça permettait vraiment une belle diversité d'hébergements. Et suivant, qui dit projet vitrine dit diffusion. Donc, pour nous, ça faisait vraiment partie du projet. C'était un gros morceau du projet de vitrine. C'était la campagne de diffusion. Donc, la campagne s'appelait Voyager autrement grâce à l'économie circulaire. Vous avez le code QR à l'écran pour ceux qui veulent aller la consulter. Donc, c'est une campagne qui s'est échelonnée de mars à juin 2025. J'espère que vous l'avez vu passer là, dans les réseaux sociaux, dans les infolettres, etc. Donc, ça a été une campagne qui a été très bien reçue, qui a eu beaucoup de succès. Essentiellement, ce qu'elle comprend, cette campagne-là, ce sont 13 capsules vidéo. Donc, une capsule vidéo par hébergement, à l'exception d'un seul là, qui n'a pas participé, mais qui est quand même dans le projet. Et une capsule vidéo récapitulative. Donc, chaque capsule vidéo dure environ 2 minutes. Donc, c'est très dynamique, très court, mais ça montre vraiment ce que chacun des hébergements a fait en économie circulaire. Ça met aussi en valeur les employés qui ont été mis à contribution, puis toute la fierté là, ressentie par l'équipe en place. Donc, je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà le cas, à aller consulter ces capsules vidéo-là pour vous inspirer. Et la campagne visait deux grands publics cibles. Il y avait d'abord les hébergements touristiques du Québec. On voulait inspirer d'autres hébergements, emboîter le pas, à regarder ce qui est fait dans ces hébergements-là pour peut-être avoir le goût d'en faire autant, mais également les voyageurs qui fréquentent des hébergements pour les encourager à aller vers des hébergements qui ont adopté des bonnes pratiques en environnement. Mais la bonne pratique en économie circulaire, concrètement, vous vous demandez peut-être à quoi ça peut ressembler. Ça tombe bien, la diapo suivante vous en présente quelques-unes. L'économie circulaire, je ne vous ferai pas un cours 101 aujourd'hui, mais essentiellement, ça vise à réduire notre consommation de ressources, puis optimiser les ressources qui sont déjà en circulation. Tout ça permet de réduire le gaspillage, d'avoir un meilleur bilan environnemental, puis il y a beaucoup d'avantages à aller vers des pratiques comme celle-là. En hébergement touristique, ce qu'on a remarqué avec les hébergements participants, plusieurs ont décidé de bannir les produits à usage unique de toute nature. On peut penser à l'eau, donc d'aller vers des fontaines plutôt que des bouteilles d'eau à usage unique. On a aussi café, les produits d'hygiène comme par exemple shampoing revitalisant, gel douche. On a également les produits d'entretien. Donc, la distribution en vrac de différents produits permet une réduction. Essentiellement, c'est souvent le plastique là, qui est réduit à la source. On a également des hébergements qui ont décidé de reconditionner ou de réemployer leur mobilier. On a ici, par exemple, une photo de l'auberge du Lac Taureau. Au lieu de remplacer les chaises, qui est un peu
défraîchies, ils ont recouvert ces chaises-là pour leur donner une deuxième vie. On a aussi beaucoup de projets d'agriculture sur place pour alimenter les cuisines. On a un exemple, une photo de Germain Charlevoix là, qui ont des jardins à proximité de l'hôtel où il y a une quarantaine de variétés de légumes qui sont cultivés et qui permettent d'alimenter les cuisines. Donc, on a vraiment une fraîcheur des aliments. Les menus sont faits aussi en conséquence. Donc, beaucoup de projets agriculture sur les toits ou à proximité qui permet vraiment d'améliorer la qualité des aliments qui sont servis dans l'hébergement. Donc, les clients sont heureux en général de cette fraîcheur-là. Beaucoup de projets aussi de récupération de l'eau de pluie pour la diriger vers, par exemple, la piscine, les spas, les toilettes, l'arrosage également, arrosage des jardins ou même des véhicules. Donc, ça permet vraiment de réduire la consommation d'eau. On a également eu beaucoup de projets d'amélioration du tri des matières résiduelles, comme par exemple installer des îlots de tri, améliorer la signalisation aussi pour faciliter la meilleure qualité des matières qui étaient collectées, et également des projets de collecte des matières organiques, là, les fameux bacs bruns pour le compostage. Ça aussi, c'est important. Puis, de plus en plus, des hébergements décident d'aller vers cette collecte-là. Des projets aussi de réduction du gaspillage alimentaire, hein. Il y a beaucoup d'aliments qui sont consommés, beaucoup de gaspillage qui peuvent se faire. Donc, un exemple, Albert G5 qui avait décidé d'aller vers un service à l'assiette plutôt qu'un buffet. Donc, ils ont vu une diminution du gaspillage alimentaire grâce à ça. Également des projets de recyclage de la literie. On sait que le textile, c'est une matière qui est fortement consommée en hébergement touristique. Donc, comment on peut faire d'autres produits à partir de la literie qui est plus utilisable, là. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Des projets de mutualisation d'espace également. Donc, il peut y avoir, par exemple, des salles de réunion qui sont sous-utilisées, qu'on peut rendre disponibles à des organismes à proximité qui vont pouvoir les utiliser. Donc, il y a un volet social aussi qui est intéressant à travers ça. La liste pourrait être encore plus longue, mais c'est juste pour vous donner une idée. L'économie circulaire peut prendre différentes formes, puis il y a énormément de gains. Et je pense que les hébergements participants ne retourneraient pas en arrière, là. Il y a eu des belles retombées grâce à ça. Euh, Prochaine diapo. Donc, pourquoi une trousse à outils? Écoutez, dans le projet, on avait des sous qui nous restaient, puis on s'est dit comment faire au mieux avec ce budget-là. On avait consulté les hébergements touristiques à l'automne 2024 pour leur dire ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel genre d'outils serait disponible, serait utile, pardon, pour faire bénéficier à l'ensemble des hébergements touristiques du Québec le contenu qui a été développé dans le cadre du projet Vitrine. Stradière et le CTTI, en accompagnant les hébergements, ils ont développé beaucoup de contenu. Il y avait un guide qui avait été fait, des différents outils. Puis on s'est dit, bien, l'idée, c'est d'en faire bénéficier l'ensemble. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit pratique, concret, pour simplifier la démarche des établissements puis mobiliser les équipes. Donc, entre autres, les hébergements nous avaient dit que ce serait bien qu'on ait des fiches qui nous disent vraiment pour chacun des départements quoi faire. Donc, vous allez voir par la présentation de Mathieu, ça fait partie des choses qu'on a répondu oui et qui, on l'espère, va faciliter la vie des hébergements là, qui veulent entreprendre une démarche d'économie circulaire. Donc, on a donné un mandat à Stradière qui avait développé vraiment une belle compétence dans le cadre du projet pour venir bonifier les outils qui étaient existants pour qu'ils soient adaptables là, et utilisables par l'ensemble des hébergements. Il y a également des nouveaux outils qui ont été développés. Puis pour se faire challenger en bon français, on a tenu 3 ateliers de consultation auprès des hébergements des 2 cohortes pour obtenir leur rétroaction, voir est-ce que ça répond aux besoins, est-ce qu'on a oublié des choses, est-ce qu'il y a des exemples qui pourraient être intéressants à diffuser pour venir bonifier ces outils-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit la trousse à outils a été développée par et pour les hébergements touristiques. On veut vraiment que ce soit ancré sur la réalité et les besoins du terrain. Donc, voilà, j'ai mis l'eau à la bouche. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Mathieu pour vous présenter la trousse à outils. Merci.
Merci beaucoup, Hélène. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le fruit du travail, je dirais, des dernières années, là, parce qu'on a quand même travaillé fort là, pour développer toute cette stratégie d'accompagnement-là, puis on a collecté énormément d'informations. L'objectif là, de la trousse à outils, comme l'indiquait Hélène, c'est vraiment d'en inspirer d'autres, puis de faciliter la vie là, d'autres établissements d'hébergement touristique qui souhaitent passer à l'action. Donc, sans plus attendre, je vous la présente. Donc, il y a différentes catégories d'outils qui ont été développés. Je vais vous les présenter dans le détail dans les prochaines minutes. Premier élément dont Hélène avait fait mention précédemment, c'est la création de 9 fiches. Les fiches, vous voyez les thématiques là, qui sont inscrites du côté milieu et droit de ma diapo. Donc, ça va couvrir des sujets variés, mais qui vont intéresser, on le pense, là, une majorité là, d'établissements d'hébergement touristique. Donc, on a autant des éléments un peu plus généraux comme l'économie circulaire, gouvernance, information, sensibilisation, éducation. On va aussi se rendre dans des thématiques plus précises sur des zones d'établissement comme chambre, buanderie, cuisine, services alimentaires, maintenance des bâtiments et activités connexes et gestion d'établissement. Pour chacune des fiches, on présente des bonnes pratiques. Évidemment, on souhaite inspirer les établissements à passer à l'action. Des exemples de cas tirés des accompagnements des 13 établissements, des trucs utiles et des ressources aussi en référence pour aller plus loin. Je vais vous présenter quelques impressions écran là, d'une fiche, comme par exemple ici la fiche 4 qui est la fiche chambre. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se présente. Là, on a essayé d'aller vers quand même un contenu qui est épuré, qui va directement aux actions. Donc, dans la première page, on présente les objectifs là, finalement de cette fiche-là. Dans les pages suivantes, on va présenter des exemples concrets, comme ici, on va donner des exemples de réutilisation, de dons, de revente aussi qui s'appliquent dans le contexte d'une chambre, notamment la transformation des linges de chambre, de chambre, les stratégies pour redonner certains articles utilisés dans les chambres d'hôtel, d'hébergement touristique. Aussi des actions pour favoriser le recyclage et la collecte des matières organiques, par exemple. Des exemples de cas qui font le lien avec les établissements accompagnés dans le cadre du projet, avec des liens directement vers les vidéos que je vous invite fortement à aller consulter. C'est très, très inspirant. C'est vraiment l'objectif là, ici d'avoir présenté des vidéos. Donc, on va dans les fiches mettre vraiment l'importance là, sur des cas, des établissements spécifiquement en lien avec la thématique de la fiche. D'autres trucs utiles, généraux, là, je dirais, pour aider là, le passage à l'action. Comme j'en prends une au hasard, là, l'exemple, le truc 4, les changements de procédure pouvant affecter la quantité de services offerts aux clients ne seront pas mal perçus si la démarche est bien expliquée. Ben, ce genre de truc-là découle directement des accompagnements qu'on a faits avec les établissements qui nous ont dit justement en retour d'expérience, ben, c'est important de l'expliquer pour pas que ça soit perçu comme une baisse de service, mais plutôt on transforme notre façon de vous servir. Puis voici l'objectif. C'est vraiment là pour réduire les impacts environnementaux puis favoriser une économie circulaire. Dans les ressources utiles, bon, celle-là, je l'ai pris d'une autre fiche, mais pour vous illustrer qu'on fait le lien avec d'autres outils dans la trousse. Dans ce cas-ci, on fait le lien avec des gabarits que je vais vous présenter tout de suite après. On envoie vers des sites Internet aussi pour des reconnaissances, de la certification, d'autres guides qui peuvent vous aider aussi à aller un petit peu plus loin, des exemples de visuels, bref, toutes sortes de choses qui peuvent en lien avec la thématique de la fiche, là, amener un petit peu plus loin. Ensuite de ça, on a développé 3 gabarits. Premièrement, un plan d'action en économie circulaire, qui est on a un exemple là, en bas à gauche de la diapo. C'est un fichier Excel qui est éditable, donc qui est 100% personnalisable selon les besoins de l'établissement.
L'objectif, là, c'est vraiment d'aller fournir un outil qui permet d'accompagner la mise en œuvre, le suivi de mise en œuvre dans les établissements. Pour favoriser, pour simplifier son utilisation, le plan d'action vient avec différents onglets, là. Il y a un onglet qui est le guide d'utilisation qui vraiment reprend étape par étape la façon d'utiliser le plan d'action en économie circulaire. Chacune des thématiques aussi est présentée par onglet. Puis c'est les mêmes thématiques que les fiches, les thématiques que je vous ai présentées pour les fiches précédemment. Donc, il y a un lien qui est fait. C'est-à-dire qu'on peut naviguer d'un à l'autre. On regarde une fiche, on dit, ah, ça m'intéresserait, cette action-là. Je vais tout de suite l'identifier dans mon plan d'action. Donc, il y a un lien. C'est les mêmes actions qui se retrouvent dans les fiches que dans ce plan d'action-là. Ensuite de ça, deux modèles de politique qui ont été développés, une politique d'approvisionnement responsable et une politique d'économie circulaire, qui sont des outils de travail aussi qui sont 100% éditables. Ceux-là sont en format Word. Il y a des explications, je vais vous présenter tout de suite après, là. Il y a des explications qui sont insérées dans le texte qui permettent à l'organisation d'adapter finalement le contenu. C'est sûr que bon, les politiques, on les a mis quand même assez étoffées, mais on veut finalement que les établissements se les approprient et adapte, là, supprime certains passages qui sont pas pertinents pour arriver vraiment avec un format final là, qui correspond vraiment aux besoins là, puis dans lequel l'établissement va se retrouver. Je vous présente là, un peu plus en détail là, le visuel des différents outils. Donc, le gabarit de plan d'action qu'on voit ici. Comme j'expliquais précédemment, ben, vous avez dans les différents onglets, là, les premiers onglets, c'est vraiment les onglets de présentation, guide d'utilisation, un exemple aussi d'un plan d'action qui est complété. Donc, pour inspirer, là, pour voir un peu comment ça se complète tout ça. Ensuite de ça, vous avez les différents onglets. Je me suis positionné sur l'onglet Chambre pour vous montrer encore une fois le contenu concret. Donc, vous retrouvez dans la première colonne l'ensemble des actions qui peuvent être mises en place. Puis après ça, c'est complètement éditable. Donc, on peut en supprimer, on peut en ajouter. C'est vraiment au besoin. Et ben, les colonnes suivantes sont vides, évidemment, c'est à compléter au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan d'action. Donc, on vient documenter dans une première étape le statut actuel. Donc, on peut se servir de ce gabarit de plan d'action-là pour faire notre autodiagnostic aussi. Donc, on passe en revue les différentes actions, puis on identifie dans le fichier où est-ce qu'on en est actuellement dans notre mise en œuvre. Est-ce que c'est déjà en œuvre? Est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresserait à implanter ou à étudier? Est-ce que c'est possible de le faire? Il y a des endroits pour mettre des notes. On y va avec une échelle de priorisation aussi, bon, pour voir parce qu'il y a certaines actions qui peuvent être envisageables à court, moyen, long terme en fonction des opportunités aussi ou éventuellement des travaux ou des choses comme ça qui peuvent se passer dans l'établissement. Donc, c'est vraiment comme un plan d'action classique, là, je dirais. On va inscrire ensuite les dates de début et dates de fin, des suivis au niveau de l'état d'avancement, du détail. Puis là, ben, on ne le voit pas parce que le fichier est quand même assez grand, mais les colonnes du côté droit là, en couleur peuvent être éclatées pour venir mettre du détail. Si, par exemple, au niveau du budget, ben, on a reçu des soumissions pour l'achat ou l'installation d'équipements, on peut venir les indiquer ici, puis ça nous permet d'avoir vraiment une vue globale sur l'ensemble de la mise en œuvre de nos différentes actions. La dernière colonne, elle, c'est pour l'évaluation des résultats. Donc, on a proposé aussi des indicateurs de suivi pour justement évaluer là, le niveau d'avancement de réalisation du projet puis en mesurer les résultats. Les politiques, je donne l'exemple ici de politique d'approvisionnement responsable. Donc, comme vous voyez, là, il y a vraiment à différents endroits des sections qui sont éditables, comme là, ben, on laisse un endroit pour acheter le logo, la date, le nom de l'organisation, évidemment.
Dans la table des matières, je vous présente grosso modo ce qu'il y a là-dedans. Encore une fois, c'est 100% éditable, mais c'est, je dirais, une table des matières assez typique de ce genre de politique-là. Donc, on commence par les définitions, présentation du contexte, les objectifs, la portée, les principes, les éléments de mise en œuvre, la structure de gouvernance, le suivi, l'entrée en vigueur, l'autorité, puis finalement la responsabilité au niveau de la mise en œuvre des espaces pour mettre les annexes, notamment le plan d'action peut être inséré directement en annexe et différentes références aussi pour références ultérieures. Je vous mets un exemple ici de une page qu'on a pris au hasard, qui était les objectifs. Donc, vous voyez, à chaque fois, en encadré et en bleu, c'est des éléments de réflexion pour aider à guider finalement l'organisation qui souhaite compléter sa politique. On met en jaune aussi, lorsque dans ce cas-ci, il y a des éléments qu'il faut adapter en mettant le nom de l'organisation. Donc, vous voyez, c'est quand même assez clé en main. Ça donne une très bonne base pour une organisation qui souhaite vraiment là, développer sa politique comme étant justement la base là, de l'assise justement pour la mise en œuvre de son plan d'action en économie circulaire. Je vous présente maintenant les deux guides qui ont été produits aussi dans le cadre de la trousse. Un guide qui est au niveau de l'approvisionnement responsable et un guide qui va plutôt concerner l'éco-conception et le tri des résidus de construction. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi ces deux thématiques-là. C'est des thématiques qu'on a vues d'intérêt, en fait, là, à travers les accompagnements des 13 établissements. Donc, il y avait déjà un premier bout là, un très bon bout de contenu qui avait été développé dans le cadre du projet Vitrine. Donc, on a repris ça, on l'a bonifié, on l'a mis en page aussi là, pour qu'il s'harmonise avec le reste des outils de la trousse. Donc, je commence par le guide d'approvisionnement responsable. Ce qu'il y a là-dedans, c'est des considérations circulaires dans un processus d'achat. Je vais vous montrer les visuels tout de suite après. Une liste de contrôle des bonnes pratiques d'achat, des critères de sélection de fournisseurs et d'autres ressources utiles pour aller plus loin. L'autre guide au niveau construction, on a inclus dans celui-ci les considérations circulaires dans un processus de construction et les ressources utiles. Donc, je vais vous les présenter un petit peu plus dans le détail. Au niveau du guide, au niveau de l'achat responsable, on commence, puis la même chose qu'on a fait là, dans le guide au niveau plus construction, c'est vraiment de reprendre l'ensemble des étapes d'un processus d'achat et de venir mettre des éléments de réflexion finalement dans le cadre d'un processus de réflexion vers des achats responsables. Donc, vous voyez les différentes étapes ici. En orange, vous avez les étapes pré-achat, notamment est-ce que la sempiternelle question, est-ce que j'en ai réellement besoin? C'est quoi mon besoin? En quoi l'acquisition d'un objet ou d'un produit ou d'aller chercher un service, par exemple, va répondre à mon besoin? Vérifier la fréquence de l'usage, reconsidérer la propriété. Là, si c'est quelque chose qu'on utilise vraiment ponctuellement, est-ce qu'on peut l'emprunter, est-ce qu'on peut le louer? Ensuite de ça, vous avez les sections en jaune qui concernent vraiment l'achat. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris notre décision d'aller vers une acquisition d'équipements, de matériel. Donc là, on va aller mettre des considérations plus liées à l'économie circulaire, c'est-à-dire vérification dans le marché de l'usager ou du reconditionné, approvisionnement favorisant la réintégration de ressources, l'éco-conception et la proximité géographique, la prise en compte de l'entretien, de la réparabilité et de la fin de vie. Ensuite de ça, les sections en bleu marin considèrent plutôt l'utilisation. Donc, on a vu, je pense notamment à l'exemple dans les établissements d'hébergement, à l'utilisation d'équipements des laveuses et sécheuses. On a vu que c'est quelque chose qui est quand même des équipements qui sont très, très utilisés, donc sont soumis quand même à vraiment une utilisation quasi temps plein, là. Donc, le respect du calendrier de maintenance, de vraiment optimiser son utilisation, s'assurer qu'on fait tout en sorte pour que
qu'on va prolonger la durée de vie de ces équipements-là, ben, c'est une façon justement là, de prolonger l'utilisation de nos ressources. Et ben, en bleu pâle, vous avez le post-utilisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire une fois finalement qu'on a, nous, terminé l'utilisation dans notre établissement? Donc, ça peut aller vers des filières de récupération, mais est-ce qu'on peut aussi réutiliser soit à l'interne ou à l'externe? Comme l'exemple des chaises, c'est un exemple là, où bon, finalement, on a fait le cycle complet pour dire ben, on a besoin d'avoir des chaises, mais nos chaises ne sont plus utilisables comme telles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a à les s'en départir pour ensuite de ça avoir des matières résiduelles à gérer? Ou on va plutôt les reconditionner pour prolonger leur durée de vie. Donc, c'est des éléments là, qui font partie du questionnement là, dans l'ensemble du processus d'achat. Ce guide-là, on met différentes considérations, des bonnes pratiques, des questions de contrôle aussi là, dans tout ce processus-là. On vous donne des exemples aussi. On vous donne des exemples dans le cadre de l'opération, la gestion d'un établissement d'hébergement, mais étant donné qu'il y a beaucoup d'événementiels, puis dans l'accompagnement des 13 établissements, on a vu que c'était quelque chose qui était récurrent dans les établissements. On a donné des exemples aussi spécifiquement pour le cadre de l'organisation d'un événement. Donc, c'est des éléments qu'on a ajoutés aussi là, à notre liste dans ce guide-là. Des éléments à considérer au niveau, donc quand on a validé finalement qu'on avait besoin de faire affaire avec un fournisseur externe, que ce soit pour l'acquisition d'un bien, la location, etc. Donc, on vient mettre ici là, des éléments de considération dans la sélection des différents fournisseurs en indiquant des bonnes pratiques pour chacun de ces éléments-là. Je vais me prendre un petit gorgée d'eau. Le deuxième guide, c'est celui qui va considérer le processus de construction qu'on voit ici. Donc, de la même façon, on vous incite à réfléchir en amont de ce processus-là, encore une fois, pour évaluer le besoin. Est-ce que on peut, c'est quoi le potentiel du bâtiment existant? Est-ce qu'on peut l'utiliser, le réaffecter? Est-ce qu'on a besoin de faire un agrandissement? Il y a vraiment, je ne pensais pas dans le détail, c'est un peu plus complexe, ce guide-là. Et ben, en fait, les deux guides sont assez détaillés. Là, on va vraiment plus loin dans les différents concepts. Mais à savoir là, que dans ce cas-ci, pour un projet de construction, on est dans les premières étapes, les étapes 1 à 6, au niveau de ce qu'on appelle la conception intégrée, c'est-à-dire vraiment un processus de réflexion en amont et de planification de la conception avant réalisation de notre chantier. Les étapes 7, 8, 9 en jaune, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du chantier en tant que tel. Les étapes 10 et 11 en bleu foncé, c'est au niveau de l'utilisation de notre bâtiment. Et les étapes 12, 13 et 14, là, on est vraiment dans soit la fin de vie ou la réhabilitation des constructions, par exemple. Donc, dans ce guide-là, on vient identifier pour chacun des repères dans notre cycle de construction. On vient donner une description, des trucs, des exemples pour aider justement le passage à l'action, puis des éléments de réflexion qui vont amener justement là, des stratégies là, au niveau de l'économie circulaire dans notre processus de construction. Un élément aussi qui est ressorti, je pense, à un autre outil qui est la formation en gestion des matières résiduelles. Donc, un élément qui est ressorti, c'est les connaissances des individus au niveau de la gestion des matières résiduelles. Je dirais que c'est un classique. Là. Nous, dans le cadre de nos affectations professionnelles, on accompagne un paquet là, d'industrie, commerce, institutions, mais la gestion des matières résiduelles, là, c'est une base commune, c'est quelque chose qui est concret, qui est visible. Donc, ça reste quand même là qu'il faut mettre en place ces différentes mesures pour savoir s'assurer d'une saine gestion des matières résiduelles. Donc, on a conçu cette formation-là, je dirais, relativement grand public. Là. C'est sûr qu'il y a des exemples qui sont donnés spécifiquement pour les établissements d'hébergement touristique, mais ça donne des grandes lignes finalement
de la gestion des matières résiduelles. C'est une formation qui est relativement courte, là, c'est une vingtaine de minutes. C'est moi qui donne la formation, une formation qui a été enregistrée et qui est disponible via un lien sur YouTube. Le contenu de cette formation-là, bon, trois grands éléments. Le contexte québécois, la gestion des matières résiduelles, avec l'importance d'une saine gestion des matières résiduelles, des données clés finalement qui nous permettent de nous éveiller à l'importance de la gestion des matières résiduelles. Le bon tri des matières résiduelles, là, c'est-à-dire qu'on a repris les grandes catégories classiques de matières résiduelles, les matières recyclables, les matières organiques, les contenants consignés. Puis on reprend finalement les grandes consignes du bon tri, là, à savoir quelles matières vont à quel endroit. Et le troisième volet de cette formation-là, c'est le principe des 3 RV et les bonnes pratiques. Le principe des 3 RV, pour rappel, c'est réduction à la source, réemploi et récupération en vue de recyclage ou de valorisation. Donc, c'est une approche, comme je vous l'ai présenté, pour les deux guides avec un peu le cycle de vie et la réflexion en amont de simplement la gestion de la matière résiduelle en tant que telle. Donc, c'est de reprendre ce principe-là, expliquer et avec des exemples concrets qui sont appliqués aux établissements d'hébergement touristique. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs outils qui ont été produits dans le cadre de cette trousse-là. On en est bien fiers. On pense que ça va être très utile, très pratique. Je vous explique ici comment utiliser efficacement cette trousse-là parce que les outils ont été développés, conçus pour être interdépendants et complémentaires. Je vous en ai parlé un petit peu, là, mais au niveau des fiches, bon, il y a 9 fiches qui ont été développées. Ce qu'on vous encourage à faire, c'est de commencer par la fiche 1 qui donne une introduction à l'économie circulaire pour comprendre c'est quoi les grands principes. Ça va vous aider, là, ça va vous aider les établissements à repérer là, des premiers éléments là, finalement qui mettent déjà en œuvre dans leur établissement. Ensuite de ça, les fiches 2 et 3, c'est des fiches, encore une fois, un peu générales, mais quand même très importantes parce qu'elles sont, je dirais, multisectorielles. La fiche 2, c'est la fiche qui va traiter de la gouvernance, c'est-à-dire qui fait quoi, qui décide, comment bien implanter notre stratégie d'économie circulaire dans notre établissement. Et la fiche 3, c'est information, sensibilisation et éducation, donc qui revient finalement, là, il y a des éléments de ce qu'on appelle l'ISée, information, sensibilisation, éducation, qui reviennent dans la mise en œuvre de chacune des thématiques des fiches. Ensuite de ça, ben, les fiches suivantes avec des thématiques spécifiques type d'un établissement d'hébergement sont à consulter pour vous inspirer pour des actions concrètes à mettre en place. Ensuite de ça, au niveau des gabarits, ben, les actions peuvent être sélectionnées dans le plan d'action. Ça peut être au fur et à mesure qu'on consulte les fiches ou ça peut être carrément de prendre le plan d'action parce que les actions présentes dans les fiches se retrouvent toutes dans le gabarit de plan d'action. Donc, c'est de passer une par une les différentes actions et de voir, ben, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà mis en place? Petite parenthèse, dans le cadre de l'accompagnement des 13 établissements, beaucoup se sont rendus compte qu'ils mettaient en place déjà plusieurs pratiques en économie circulaire. Donc, ça peut être aussi intéressant de voir quelles pratiques sont déjà en place et à quel point l'économie circulaire est déjà intégrée dans nos pratiques. Mais finalement, c'est de passer en revue les différentes actions, de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, positionner ça à court, moyen, long terme, de voir qui pourrait être responsable de la mise en œuvre, est-ce qu'il y a des demandes de soumission à faire pour mettre en œuvre les différentes actions. Ensuite de ça, ben, structurez votre mise en œuvre en complétant et en mettant en jour le plan d'action. On fait un premier tour pour faire un état de situation initial. Puis ensuite de ça, on se lance dans la mise en œuvre. Ça devient vraiment l'outil de référence là, qui va nous permettre de dire, OK, ben, telle action, on est rendu à tel niveau, donc on vient le mettre à jour là, pour suivre notre mise en œuvre.
Et ensuite de ça, ben, les gabarits politiques que je vous ai présentés permettent de formaliser les engagements. On a vu que c'était quelque chose quand même qui était manquant dans beaucoup d'établissements. C'est quelque chose qu'on a vraiment encouragé pour venir encadrer un peu les intentions, la portée qu'on veut donner à l'économie circulaire dans l'établissement. Donc, c'est vraiment des éléments qu'on vous encourage à mettre en place dans les différents établissements, je dirais, là, de s'approprier les politiques et finalement de les publier ou de les utiliser là, comme un outil là, de base là, dans toute cette stratégie d'économie circulaire. Ensuite de ça, ben, au niveau des guides et des formations, ben, ils vont servir à approfondir un peu plus certaines thématiques. Je vous ai parlé d'approvisionnement responsable, je vous ai parlé d'éco-conception, de tri des résidus de construction, de toute l'approche finalement dans l'ensemble du cycle de vie de ces actions-là d'approvisionnement et de projets de construction. Et la formation en gestion des matières résiduelles aussi, comme je l'indiquais, a été faite de façon très simple et vulgarisée. Donc, ça peut servir autant pour les besoins des gestionnaires de l'établissement que carrément diffusé auprès des employés. Donc, voilà, je vais recéder la parole à Hélène pour la suite. Merci beaucoup, Mathieu. Puis je dirais aussi, tu sais, il y a 15 outils dans la trousse. Puis oui, les actions sont vraiment spécifiques aux hébergements touristiques, mais pour ceux qui nous écoutent, puis peut-être qui proviennent d'autres secteurs, sachez qu'il y a quand même du beau contenu là-dedans qui peut s'appliquer à d'autres secteurs d'activité. Donc, quand on parle d'approvisionnement responsable, il y a des principes qui reviennent d'un secteur à l'autre. Donc, il ne faut pas se priver d'utiliser cette trousse-là, puis peut-être de l'adapter selon les besoins spécifiques de chacun. Vous avez ici en très gros là, le code QR pour accéder directement à la page web qui va vous conduire vers la trousse à outils. Juste avant, Mathieu vous expliquait comment l'utiliser. Vous allez voir, il y a des explications aussi, des petits textes d'introduction qui reprennent essentiellement les propos de Mathieu là, sur la façon idéale là, de se plonger dans cette trousse-là, parce que 15 outils, ça peut paraître beaucoup, mais les outils sont vraiment conçus pour vous rendre la vie facile, simplifier la démarche. On espère que ce soit un clé en main. Puis, on sera toujours ouvert à recevoir les commentaires pour ceux et celles qui vont les utiliser. Vraiment, là, ça va nous faire plaisir là, d'avoir votre rétroaction. Vous allez avoir nos coordonnées justement à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, la trousse à outils est disponible sur le site web de Recyc Québec. On a également les outils sont traduits en anglais. Donc, on a aussi sur notre page web un lien qui conduit vers une page web en anglais. Donc, tous les outils ont été traduits. On sait que dans un contexte d'hébergement touristique, il y a des employés qui ne parlent pas, dont la langue première n'est pas le français. Donc, on trouvait important aussi de faire cette traduction-là. On n'en fait pas la grande promotion pour, pour les lois de la Charte de la langue française, mais sachez là, que ces outils-là sont disponibles dans les 2 langues. J'en profite pour vous dire que suite au webinaire, vous allez recevoir un courriel qui va inclure l'enregistrement. Donc, si vous connaissez des gens là, qui souhaitaient être parmi nous aujourd'hui, qui n'ont pas pu assister au webinaire, l'enregistrement va être disponible sur le site web de Recyc Québec. Donc, vous pourrez aussi, au besoin, aller vous y replonger là, pour aller chercher des explications. On va également envoyer un sondage pour évaluer votre niveau de satisfaction là, du webinaire. On va, dans ce courriel-là, rappeler le lien vers la trousse à outils. Et c'est pas mal ça. Donc, je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter. Peut-être la dernière diapo, Mathieu, avec nos coordonnées pour que si vous voulez nous contacter. Puis, ben, on a un bon 15 minutes là, pour prendre vos questions. Je ne sais pas, Laurie, si on en a reçu déjà dans le questions-réponses. Merci pour votre écoute. On n'a pas de questions pour le moment. Un commentaire, par contre, qui apprécie là, que les outils soient traduits en anglais, ça va beaucoup aider pour les communautés autochtones. Donc, bravo pour la traduction anglaise. On peut peut-être laisser une petite minute aux gens pour écrire leurs questions si jamais ils en ont. Moi, j'en aurais peut-être une, si vous me permettez, peut-être pour toi, Mathieu.
Avec toute ton expérience, là, c'est quoi, selon toi, les conditions gagnantes qui doivent être mises en place pour qu'un projet comme celui-ci fonctionne? Oui, bonne question. En fait, comme n'importe quel autre projet, pour que ça fonctionne, je pense qu'il faut que ça soit structuré et il faut que ça fasse partie des priorités de l'organisation. D'où l'idée d'avoir une politique, d'avoir un cadre de référence, puis ça fait référence directement aux outils là, qu'on jugeait pertinent de développer. Le plan d'action permet de structurer aussi la mise en œuvre. Donc, je dirais que dans un premier temps, c'est d'être organisé. Et je dirais en lien avec ça, dans l'organisation, c'est de ne pas prendre tout sur ses épaules aussi. Dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation, il y a différents joueurs pour l'accompagnement des établissements d'hébergement et on l'a vu dans les différentes thématiques là, qui sont présentées. Il y a des secteurs, donc il y a des personnes qui sont responsables de ces secteurs-là et qui ont leur propre expertise, leur propre expérience. Donc, il faut les mettre à profit dans le cadre de la réalisation de la mise en œuvre d'un plan d'action. Donc, il s'agit de désigner des personnes responsables. Puis ça, ben, ça favorise une meilleure mise en œuvre, mais ça favorise aussi l'appropriation de notre plan d'action au niveau de l'économie circulaire. Puis je dirais que ce qui est aussi bien important, je pense que nos 13 établissements l'ont réalisé aussi, c'est d'être réaliste. Des fois, on peut s'emballer, là, surtout au début, quand on est là-dedans, on veut tout faire, puis il faut faire attention parce que si on voit après ça la montagne immense, ben là, ça peut être décourageant. Donc, l'idée, c'est d'y aller. Ben, premièrement, de faire le constat que dans tous les établissements d'hébergement, il y a déjà des actions qui sont mises en place. Donc, faire ces constats-là, puis ensuite de ça, d'y aller graduellement en fonction de notre capacité, parce que c'est mieux d'avancer graduellement, mais d'avancer plutôt que d'être figé par l'immensité de la tâche, là, tu sais. Donc, je dirais que ça serait ça les trucs que je dirais. Donc, avoir une gouvernance claire, avoir une bonne planification, bien désigner les rôles et responsabilités, faire participer l'ensemble de l'équipe et être réaliste. Super, un gros merci pour ta réponse, Mathieu. Donc, on n'a pas de nouvelles questions dans l'outil questions-réponses. Donc, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à l'événement. Un grand merci pour votre présence, votre participation. Merci aussi à Hélène et à Mathieu pour la présentation de cette trousse à outils en économie circulaire pour les hébergements touristiques.